Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux et celles qui partagent la même passion que moi. Bonjour Anne Vanson. Bonjour Benjamin. Alors Anne, peux-tu tout d'abord te présenter, nous dire qui tu es ? Je suis Anne, une supportrice de foot depuis les années 70. J'ai 58 ans. Je vais au parc depuis les années 2000 quand je suis arrivée à Paris. J'ai toujours supporté le foot dans les endroits où j'ai vécu. Et même dans ceux dans lesquels je n'ai parfois pas vécu parce que ma maman est native de Saint-Étienne, donc tout naturellement dans les années 70, l'épopée des Verts, je l'ai suivie de près, je l'ai suivie avec mon père, avec mon frère, et ça a été mes premières émotions footballistiques parce que c'était magique. T'as baigné finalement avec les Verts au tout départ. Et encore, c'est avec les Verts, et pas qu'avec les Verts de Saint-Étienne, parce que mon père, juste avant, lui, et Sedanais, et les Ardents Sedanais étaient en vert. Et mon père supportait les Ardents Sedanais à l'époque de Zachary Noah, le père de Yannick, dont il était très proche. D'accord. Voilà. Les sangliers de Sedan. Les sangliers, les sangliers. Je suis même allée voir des matchs à Dugoguez quand ma fille était bébé. J'ai des cousines qui vont à Dugoguez régulièrement, ou en tous les cas qui à une époque y allaient. Donc en fait, moi, le foot, aussi loin que je me souvienne de conversations qu'on commence à avoir avec ses parents quand on commence à aller à l'école maternelle ou quand on commence à essayer de se passionner pour quelque chose, j'en ai toujours entendu parler. C'était dans la famille. Mais du coup, tu as quand même accroché, parce que tu étais une fille, ce qui n'était pas forcément répandu à l'époque. J'étais une fille avec un grand frère. Oui. Mais comme mon frère et moi, on a très peu d'écart et qu'on faisait tout ensemble, en fait, c'était naturel. Voilà. Et donc, je regardais avec mon père, avec mon frère. Et il y avait même des fois où j'étais interdite de télé avec eux. On me mettait une télé dans ma chambre parce que comme je commentais le match, ils voulaient regarder le match en paix. Ben oui. Et je parle de ça dans l'épopée des Verts des années 76, notamment un Saint-Étienne à Eindhoven. En Ligue des Champions. Ouais, et un Saint-Étienne Dynamo de Kiev. D'accord. Quand on avait perdu 2-0 à l'aller, que le goal s'appelait Roudakov. Et que je faisais une fixation sur Roudakov pour qu'il fasse des erreurs et qu'on puisse gagner. Et on a gagné 3-0 au retour. Alors tu dis on, du coup, tu as plusieurs clubs, tu es toujours supportrice des Verts ou... Alors, les Verts, c'est mon club de cœur. Oui. C'est le club qui m'a amenée au foot. Voilà. Après, j'habitais à l'époque les Vosges, je suis partie vivre à Nancy. Nancy, il y avait quand même un peu une légende. Il paraît. Même si elle venait juste de partir à Saint-Étienne. Michel Platini, du coup. Par exemple. Donc, je suis allée avec mon père, avec mon grand frère, avec les potes de mon frère, à Marcel Picot, ado. Et puis après, on y allait juste entre potes. On achetait les billets les moins chers, on se les repassait entre les grillages pour réussir à être mieux placés. Enfin, comme font tous les jeunes, quoi. Bien sûr. Mais ça, je parle de ça dans les années, fin des années 70, début des années 80. Et puis, Nancy avait des résultats qui étaient tout à fait corrects. C'était fluctuant, mais il y avait quand même des chouettes matchs, il y avait des belles émotions. Et après, je suis partie, quand j'ai fini mes études, je suis partie travailler à Metz. D'accord. En 1990. C'était les années des Pépé Flingueurs, de Letizy, de Castan Dutch et compagnie. C'était les belles années de Metz, les années où Pires, Pouget... les Pépé. Voilà, l'année, je crois, c'était probablement 98, quand ils ont fini premier ex-aequo, à la différence de but. On a vu des matchs magiques. Et moi, en fait, je me suis fixé un peu une règle, c'est que j'emmène mes enfants au stade dès lors qu'ils ont 3-4 ans. D'accord. Donc mon fils a fait avec moi ses premiers matchs à Saint-Symphorien en 94, je pense. Il avait 3 ans et demi. On a vu des matchs, on a vu des matchs aussi de Coupe de France et de Coupe de la Ligue avec des nombres de buts. On allait partout, on trouvait des places, on allait aussi bien en tribune
j'ai une règle, c'est quasiment jamais en loge parce que c'est pas mon truc. On allait en quart de virage, on allait en virage. Ça dépendait des places qu'on arrivait à se procurer. On n'était pas forcément abonné parce que quand on a des enfants en bas âge, c'est pas toujours facile d'y aller quand il fait l'hiver, des choses comme ça. Donc on s'adapte. Hein. Mais voilà, les clubs ont suivi les endroits où j'ai vécu. D'accord. Et du coup, début des années 2000, tu arrives à Paris, tu es déjà fan de foot, donc logiquement. Ben voilà. Quand on a annoncé à notre fils aîné, notre fils, parce qu'on n'avait qu'un enfant à cette époque-là, qu'on déménageait, qu'on s'installait à Paris, il nous a fait une liste longue comme le bras de tous les inconvénients qu'il voyait à quitter Metz. D'accord. Au regard de cette liste, moi j'ai fait une liste longue comme le bras de tous les avantages qu'il allait connaître à Paris. Et je crois que tout en haut de la liste, s'il l'avait encore, je crois que ça pourrait être confirmé, il y avait aller au camp des loges. D'accord, donc le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. De l'époque, et aller au Parc des Princes. Aller au camp des loges, on est arrivé à Paris le lendemain de la victoire de la France à l'Euro 2000. Oui. On est allé au camp des loges à un des premiers entraînements du parc du PSG à la reprise de l'entraînement pour la saison 2000-2001. Oui. Donc c'est probablement la première promesse que j'ai tenue en arrivant à Paris. J'avais emmené un petit voisin. J'étais la seule femme à cette époque-là à être au camp des loges, dans la queue pour pouvoir rentrer, parce qu'en fait, il y avait un nombre de places et j'étais la seule femme. J'étais entourée de papas en chaussettes claquettes, shorts, et pas les shorts d'aujourd'hui, les shorts de l'époque. Et c'était magique parce que c'était aussi une très belle équipe en 2000-2001. Tu te rappelles des joueurs qu'il y avait à cet alors entraînement ? notamment, Stéphane Dalmat s'était arrêté à la sortie de l'entraînement. Il roulait en Porsche, il avait fait bonjour aux enfants. Je voudrais pas dire il y avait un goal qui était un peu sanguin, qui avait fait un dégagement vers des gens qui avaient dû faire une réflexion qui lui avait pas plu. Je voudrais bien retrouver le nom, mais comme j'ai rien préparé. Oui, mais c'est pas grave. Et ben en fait, j'ai pas fait Google. Il y avait Anelka peut-être aussi, non ? Il me semble. S'il y avait Dalmat, voilà. possible. Et voilà, j'avais tenu ma promesse. C'était assez rigolo de voir que j'étais la seule femme. On me regardait un peu bizarrement. Mais en fait, moi, j'en avais rien à faire parce que on était en 2000. J'avais 34 ans et ça faisait déjà 27 ou 28 ans que je baignais dans le foot. D'accord. Donc en fait, c'était naturel. Le regard des gens, oui. C'est comme quand j'allais au stade et que j'étais ado et que j'étais la seule fille de la bande. Et alors justement, la première au Parc des Princes à ce moment-là ? Alors, à l'époque, on achetait des places au coup par coup. Parce que l'augure d'être abonné avec une régularité alors qu'on venait juste de s'installer, qu'on rentrait régulièrement en Lorraine chez nous, c'était compliqué. Donc on achetait des places au coup par coup en fonction des matchs. Et puis après, je me suis retrouvée, j'ai attendu mon deuxième enfant, donc il fallait aussi être un peu précautionneux. Et je crois que... Alors, on s'achetait des billets, on se faisait des PSG Saint-Étienne, on se faisait des PSG Metz, on se faisait des PSG Nancy, bien sûr. Puis d'autres, mais ceux-là, on ne les ratait pas, c'est certain. J'ai même fait des Nancy PSG en déplacement. Habitant à Paris, en tribune, par exemple, Azote à Nancy. J'ai fait des Nancy Saint-Étienne aussi. Voilà, c'était une façon d'essayer de conjuguer les différentes équipes qui m'ont fait vibrer tout au long de... Et, du coup, ton cœur balançait alors à l'époque, quand tu allais voir un PSG Nancy, par exemple. Je me disais, nous, on a plein de points d'avance. Quand c'était le cas, c'était pas toujours le cas à Paris. Oui, à l'époque. En disant, à la limite, allez, un match nul.
Voilà, c'est un Le match. cœur balance donc. Voilà, c'était un peu compliqué, mais un match nul. Puis quand on avait plein de points d'avance, je disais bon allez, si on perd, c'est pas génial, mais ils en ont plus besoin que nous. Et alors, à quel moment tu décides de t'abonner ou de vous abonner? Alors, je crois que j'ai pris la décision de nous abonner la première fois que le PSG a sorti des abonnements pour la saison des matchs retour. D'accord. Donc à la trêve hivernale. Ouais, c'était mon cadeau de Noël commun que j'avais demandé, y compris à des supporters d'autres équipes qui rageaient un peu de savoir que mon cadeau c'était un abonnement au PSG. Un beau cadeau. Oui, et puis moi ça me gênait pas du tout de leur demander, au contraire ça m'amusait. Et donc là, je l'ai pris en double. J'étais en quart de virage, côté entre Boulogne et Auteuil, là où maintenant il y a le parcage visiteur. D'accord. Parce qu'à l'époque, le parcage visiteur, il était là où il y a la tribune à l'opposé. Junior Club. Tout à fait. Voilà. Donc c'était la tribune K à l'époque. D'accord. Donc moi, juste à côté de Boulogne. Et j'étais en bas. Mhm. Et puis on a fait au moins 2 saisons, enfin une demi-saison et une saison complète. Et un jour, mon fils m'a dit « Maman, il y en a marre de se prendre des trucs sur la tête. » D'accord. Parce qu'effectivement, on pouvait pendant le match se prendre des gobelets remplis d'alcool. Il y avait un groupe de supporters au-dessus aussi. Oui, il y avait des supporters au-dessus qui étaient les mêmes que nous, les supporters parisiens. Oui. Et une fois où on s'est pris plusieurs choses sur la tête pendant le match, il m'a dit « Non mais maman, je suis pas là. » Enfin, il avait une 12aine d'années. Donc vous avez changé de Il n'a pas aimé. Donc, j'ai changé de tribune à la saison d'après. Et on est passé en tribune Paris. D'accord. Voilà. Et on est dans cette tribune depuis tellement longtemps que je ne sais même plus. Donc depuis, vous n'avez pas arrêté, vous n'avez pas cessé de vous abonner, vous Non. êtes toujours à la même place? Donc, on est en tribune Paris, dans le bloc 404, toujours à la même place depuis plus de 10 ans. 3 rangs derrière toi, toujours avec nos 2 oliviers devant nous qui se retournent à chaque fois qu'il y a une action et avec qui on partage. Mais ça fait pas si longtemps que ça que je connais leurs prénoms. Mais en revanche, on se dit bonjour à tous les matchs, au revoir à tous les matchs. En fin de saison, bonnes vacances. Au mois d'août, ouais, super, on se retrouve. Au premier match de la nouvelle année, bonne année. Sans pour autant rien savoir de leur vie. Bon, s'il y en a un, je sais maintenant qu'il a un chien, des choses comme ça, tu vois. Tu sais qu'il s'appelle Olivier depuis quelques temps, c'est voilà. Mais on n'a pas besoin d'en savoir plus parce qu'en fait, on est là pour vivre la même chose. On est là pour supporter notre équipe, y vibrer sur les belles actions, s'arracher les cheveux sur les actions qui vont pas au fond ou sur les actions des équipes adverses. Voilà, en fait, on est juste là pour vivre notre match. Vous partagez la même passion. Voilà. Et des fois, il y a même des gens qu'on connaît à peine qui doivent dire cette dame, elle est à peu près de mon âge, donc je vais lui demander son avis sur. Je vais la regarder et dire vous avez vu l'action? C'est assez rigolo. Et puis le fait d'y venir, ils m'ont connu avec Flavien quand il était ado. Après, ils m'ont vu venir avec Maëlle quand elle était toute petite. Et maintenant, il la voit grandir et tout. C'est assez rigolo parce que ça crée un lien, mais je suis incapable de dire comment il s'appelle, indépendamment d'un prénom. Et il n'y a pas besoin de plus de proximité. Bien sûr. C'est un rendez-vous à chaque fois, à chaque match. Voilà. Et alors, tu nous as parlé de ton fils et tu viens justement de nous parler de ta fille, puisque effectivement, tu as aussi transmis ta passion à ta fille, à Maëlle. J'ai transmis, en fait, ma passion, la passion m'a été transmise par mon père, qui l'a aussi transmise à mes frères. Mes frères, mon grand frère l'a transmise à ses enfants. Mon petit frère, en fait, qui a un fils que j'adore. Ton neveu, donc? Oui, mon neveu, c'est moi qui lui ai transmis. Parce qu'un jour, comme cadeau d'anniversaire, lui qui est du mois de juillet, on n'est jamais là au mois de juillet pour son anniversaire, un jour il m'a dit, le seul cadeau d'anniversaire que je veux de ta part, c'est que tu m'emmènes voir un match au PSG, au Parc des Princes, un match du PSG au Parc des Princes. Je dis, oui, mais normalement j'y vais avec mon fils et tout. Non, en fait, ce jour-là, t'iras avec moi.
Et donc, je l'ai emmené voir un PSG Bordeaux. Alors, il y a à peu près 10 ans. Et depuis, en fait, c'est terrible parce qu'en fait, il est tombé dedans. Mais tombé dedans, comme c'est un enfant qui a plutôt 3 cerveaux en état de fonctionnement, en mémorisant tout, Il analyse tout. Il analyse tout. C'est comme si il faisait de la data dans le foot, alors qu'il avait à l'époque 7 ans. Et d'ailleurs, des fois, à la mi-temps, il me dit « Je vais voir Benjamin pour avoir son avis. » Et tu as pu constater que pour un enfant, bon, maintenant qu'il a un peu grandi, il est très concentré sur tout. Il y a des fois, il me dit « T'as vu cette action ? C'est exactement la même que celle dans le match Arsenal contre telle équipe il y a 15 jours. » Je dis « Mais alors attends, si tu crois que je regarde tous les matchs du foot anglais, j'attends, tu te trompes. » Les enfants se souviennent mieux que nous. Oui. Ou alors il y a des fois où quand je fais rencontrer d'autres personnes, ils remiment. On est dans la rue, on marche, on va à des rendez-vous pro, parce que de temps en temps, il me sert de testeur, et il remime des actions dans la rue ou dans les escaliers du métro, à plusieurs. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Parce qu'en fait, effectivement, j'ai transmis à mon fils, à ma fille, à mon neveu. La seule personne à qui je n'ai pas réussi à transmettre mon amour du sport, c'est mon mari. Oui. Et pourtant, on se connaît depuis 40 ans et on vit ensemble depuis 34. Et du coup, ça vous a pas gêné dans votre vie Non, moi, tant que je peux aller à Coubertin et au Parc des Princes, voire faire certains déplacements, tout me va. Alors justement, tu viens de nous parler de Coubertin, puisque tu es également abonné donc au stade Coubertin pour le PSG Handball. Oui, depuis 14 ou 15 ans. D'accord. Depuis l'arrivée des Qataris ? Globalement, oui, je pense que ça a été. J'ai dû voir la première équipe post-ancienne version du PSG jouer. J'ai dû prendre un abonnement à ce moment-là. D'accord. Mais on ne savait pas encore ce qu'allait être l'équipe parce que c'était un chantier. Voilà. Et puis je l'ai suivi. Puis j'allais déjà aussi à des déplacements. Alors, j'allais pas à des déplacements du PSG, j'adorais l'équipe d'Aix-en-Provence. D'accord. Et j'allais voir l'équipe du PAUC, pas dans la salle actuelle, dans l'antre avant qui était une fournaise. Et c'était mes premiers matchs à l'extérieur qui n'étaient pas forcément PSG, et je faisais aussi bien sûr les ex-Paris. Alors du coup, tu es abonné au Parc des Princes, tu es abonné à Coubertin, tu fais quelques déplacements. C'est très chronophage tout ça. C'est très chronophage, puis c'est un certain budget, parce que j'ai les abonnements en double. Tout à fait, et tu n'en as que 2, alors qu'effectivement, tu as une fille, un fils, un neveu. Tu pourrais élargir le nombre d'abonnements, mais en tout cas, effectivement, ça coûte de l'argent et du temps. Mais alors, je suis ni Crésus, et j'ai pas non plus trouvé le bon sponsor pour avoir 4 abonnements. Et puis aujourd'hui, avoir 4 abonnements au Parc des Princes, oui, ça fait un petit côte à côte. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà que j'ai 2 places côte à côte que je ne lâche pas parce que je fais partie des gens qui ont un abonnement à vie. Et ces 2 places côte à côte, je pense qu'elles n'ont pas de prix. Parce que ce qui est bien, c'est que j'ai toujours ou mon fils, ou ma fille, ou mon neveu pour m'accompagner. Et on est toujours dans le même esprit. C'est-à-dire que sur le papier, au départ, c'est un moment de bonheur. Et puis parfois, en fonction du résultat, on fait la fête. Parfois, on pleure. Parfois, on grogne. Comme tout supporter qui vit son match, quoi, et qui a envie que son équipe gagne et qui veut l'avoir bien joué. Normal, on a toutes les émotions, on ressent toutes les émotions. Et je ne connais cet ascenseur émotionnel que dans le sport. Mais pas que dans le foot ou le handball. Il y a quelques années, finale du 400 mètres femmes, championnat du monde. On était 5e ou 6e, les filles de l'équipe de France. Tous les commentateurs disaient c'est mort, c'est perdu, elles vont finir loin. Et puis, sur le dernier 400 mètres, on finit médaille d'or. Alors que 2 minutes avant,
les commentateurs nous enterraient. Ils ont dit tout est leur contraire. C'était passé de filles qu'on a enterrées à les reines du stade. Il n'y a que le sport. C'est ça. Alors même si là c'est plus intense parce qu'une course d'athlétisme, en tout cas 4x400, c'est beaucoup plus rapide. Mais effectivement, là il y avait différentes choses dans ce que tu disais, parce qu'il y a éventuellement aussi l'aspect médiatique où les journalistes vont vite retourner leur veste. Oui, sachant qu'aujourd'hui, moi, dont le métier est d'être journaliste, j'estime que la plupart des journalistes sportifs ne sont pas des journalistes, sont au mieux des consultants, voire des supporters qui essaient de pas trop le faire comprendre, mais qui peuvent pas tenir très longtemps. Et ce qui est assez frustrant d'ailleurs dans les matchs, parce que quelle que soit l'équipe que tu supportes, il arrive à un moment où moi j'attends d'eux de me laisser vivre mes émotions. J'ai pas besoin de leurs commentaires, parce que souvent j'ai les mêmes et je les ai dans ma tête avant qu'ils les énoncent, et que j'attends d'eux plutôt de la technique, des données, des choses comme ça. J'attends d'eux ce que je n'ai pas, et pas de me faire vivre le match à leur sauce à eux. Alors justement, quelle serait la définition que tu donnerais au mot supporter? Qu'est-ce qu'un supporter pour toi? Que ce soit de foot, de hand, ou voire même d'un autre sport. Pour moi, un supporter, c'est quelqu'un qui est passionné, qui supporte son équipe quand il fait beau, qui supporte son équipe quand la marée est haute, qui a le droit de ne pas être d'accord, qui a le droit de dire pourquoi il n'a pas fait rentrer un tel, pourquoi il a laissé celui-ci, pourquoi il a fait tel compo. Même sans être entraîneur, on a aussi le droit parfois de s'interroger sur des choix qui nous semblent surprenants. On a le droit de grogner aussi de temps en temps, de dire mais punaise, mais si tu avais fait rentrer Cavani, il aurait marqué, même s'il en aurait vendangé quelques-unes avant, par exemple. Voilà. C'est quelqu'un, en fait, pour moi, le supporter, c'est toujours quelqu'un de bienveillant, même si, de temps en temps, il n'est pas content. Il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Après, il y a la façon de le dire. Bien sûr. Tout est dans le choix des mots, parce que c'est un sport, c'est une passion, c'est pas notre vie, il n'y a pas mort d'homme, et que ça reste une passion. Bien sûr. Voilà. Mais il n'est pas juste là pour supporter, il a le droit de commenter. Il a le droit d'avoir un avis sur ce qu'il voit. J'ai le droit, par exemple, de me dire pourquoi tel joueur, dans le dernier match du PSG, n'était pas sur la feuille de match, et pourquoi avoir choisi un match aussi important pour asseoir de l'autorité. J'ai le droit de me la poser la question. C'est pas pour autant que je remets en doute en cause la compétence de l'entraîneur, et que je ne valide pas les choix du club. Je peux juste me dire, est-ce que c'était le bon moment? Être supporter ne veut pas dire qu'on met aussi en sommeil son cerveau. On a le droit d'être critique à partir du moment où la critique est plutôt constructive. D'accord. Tout à l'heure, tu nous as dit qu'avant d'être supportrice du Paris Saint-Germain, tu du coup as suivi et été supportrice d'autres clubs de par ton parcours de vie, Saint-Étienne, Sedan, Metz, Nancy. Qu'est-ce que pour toi le Paris Saint-Germain a de différent par rapport à ces clubs-là? Quelle est ta vision du PSG, sa particularité? Alors, si je compare par exemple à Sedan, c'était un club ouvrier. Dans les années 60, ils allaient s'entraîner le matin avant d'aller à l'usine, ils allaient s'entraîner le soir en rentrant de l'usine. Ils étaient souvent, ils travaillaient dans la sidérurgie, pour certains, tous ceux qui n'étaient pas pros, ou dans les usines, aux usines sommaires, qui sont des usines de tapis. C'était des gens qui, quel que soit le temps, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qui avaient deux vies. Leur passion, mais pour laquelle en fait ils se donnaient les moyens de s'entraîner comme quasiment des pros, plus leur gagne-pain. Donc on était sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le modèle du PSG aujourd'hui. Sedan aujourd'hui, ils sont
nationale ou en région? Je sais même plus cette saison dans quelle division ils sont, je t'avoue. Effectivement, ils sont pas mal descendus. Ouais, je me demande s'ils ne jouent pas avec Nancy. Non, ils sont en dessous de Nancy encore, il me semble. Nancy doit être en national. Et Sedan peut-être en national 2. C'est possible qu'ils soient redescendus encore plus bas. Ouais. Mais il y a eu les belles années de Sedan. Il y a eu Sedan dans les années 60 avec Zachary Noah, mais il y a eu Sedan aussi, il n'y a pas si longtemps, avec Sachi. Il y a eu des Sedan PSG. Hein. Il y a eu des Sedan PSG, mais il y a eu aussi il y a eu des beaux joueurs. Et souvent, Sedan se faisait piller de ces bons joueurs que le club avait formés. C'est Modeste Mbami qui a joué à Sedan. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, je ne me souviens plus. Mais moi, je me souviens notamment que alors soit Nicolas Sachi, soit son frère a commencé à Sedan, par exemple. Puis bien d'autres. Mais voilà, on n'est pas du tout dans le même modèle. Dans le même modèle. Pour autant, ça me dérange. Enfin, je ne vais pas dire le pot de terre contre le pot de fer, parce que chacun évolue avec les moyens dont il dispose, avec le budget que le club peut dégager, avec le tissu économique de sa région aussi. Nancy, ils ont eu la chance de voir éclore Platini. Et puis ils ont eu, dans ces années-là, ils ont eu Rouillé. Enfin, ils ont une très belle équipe. Et c'était des super matchs. Et c'était un peu plus familial parce que, par exemple, Olivier Rouillé, il avait un magasin de jouets en ville qui s'appelait le Pinocchio, qui aujourd'hui est un bar. Donc, de temps en temps, il passait dans son magasin. C'est accessible, ce qui ne veut pas dire qu'à Paris, ça ne l'est pas. Mais à chaque fois, on parle de clubs de plus en plus gros. Les années Carlo Molinari à Metz étaient des années fastes. Quand Nancy commençait déjà à avoir moins de moyens. C'est pour ça que cette année, je crois que c'était en 98, quand ils ont fini premier ex-aequo, on trouvait ça tellement injuste. Après, ils ont vendu Pires. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais réinvesti pour avoir la même équipe. Et Cyril Pouget également, qui est venu au Paris Saint-Germain ensuite. Et pour autant, est-ce qu'on lâche son équipe parce que les moyens ne sont pas les mêmes, alors qu'en fait, on est des amoureux du jeu et du club. Point d'interrogation. Moi, j'ai pas lâché pour ça. En fait, j'ai lâché parce que je déménageais. Après, il n'y avait pas d'antagonisme à passer de Nancy ou de Metz à Paris. C'est pas comme si j'avais vécu à Marseille et que j'arrivais à Paris, auquel cas ça n'aurait pas été pareil. Ça n'aurait pas été pareil. En revanche, il y a bien on parle de l'OM en rigolant, mais pour moi, l'OM n'est pas le pire club. S'il y a un club que je ne peux pas supporter, eu égard aux racines de ma mère, c'est Lyon. Pour moi, Lyon est un club insupportable, mais à tous les sens du terme. Pas en tant que... Moi, je réduisais Lyon, il n'y a pas encore si longtemps, à trois lettres. D'accord. Voilà. JMA. D'accord. Il est plus trop là. Ouais, encore trop, je trouve. D'accord. Et même Lyon, en fait, les contre-feux qu'il allumait tout le temps, son côté je me mêle de tout, j'ai un truc à dire sur tous les clubs et compagnie, son côté méprisant du type Saint-Étienne, c'est à la PlayStation qui joue la Champions League et compagnie, quand ça fait quelques années qu'on la joue plus. En fait, ça faisait partie des petits trucs dont je me délectais. C'est pas ce dont je suis le plus fière, mais je m'en fiche. Je le pensais quand même. Et ça, je peux pas. Ça, là, pour moi, j'irai vivre à Lyon. En fait, non, je pourrais pas aller vivre à Lyon. J'ai des amies qui étaient parisiennes, qui sont parties à Lyon. Je ne suis jamais allée les voir. On en est à ce stade-là. Ah oui. Je peux juste aller faire un DEP à Lyon pour envoyer des mauvaises ondes à Dessines, c'est tout.
Alors, justement, tu nous as parlé des clubs qui étaient ouvriers ou qui étaient même familiaux, un petit peu comme à Sedan, à Metz et à Nancy. Quelle est ta vision du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui? Parce que c'est justement un peu l'opposé de tout ça. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui se donne les moyens de ses ambitions. Alors, il y a des anti-PSG qui diront que non, que on gagnera jamais HC1, que à jamais les premiers, que on progresse pas, ou des choses comme ça. Tout ça, j'entends. Je suis pas idiote. J'ai beau être une femme qui aime le foot, ne serait-ce que par ma profession, j'ai un tout petit peu d'esprit critique. Bien sûr qu'il y a des années où on se dit mais c'est pas passé loin, comme l'année du Covid, ou en finale contre le Bayern. Mais d'un autre côté, si on est un tout petit peu objectif, on se dit que on n'était pas passé loin de l'élimination non plus, juste avant. Contre Bergame, tu parles? Oui. Tu parles de l'année du Covid? Oui. Donc l'élimination où on égalise à la dernière minute. Voilà. C'est... ça se joue à pas grand-chose. Et tout ça, on se dit aussi... City, ils ont mis combien de temps avant de la gagner? Est-ce qu'on a déjà dépassé le nombre d'années que City a attendu? Doit plus être très loin, mais c'est à peu près ça. Mais est-ce qu'on a la même stabilité à Paris que celle qu'on offre à City, que les dirigeants offrent à City? Non, ça c'est moins. Point d'interrogation. Tout à fait. Après, si je vois Chelsea, Chelsea où on est sur un modèle qui change beaucoup aussi, c'est pareil. Chelsea a beaucoup d'argent et Chelsea a aussi attendu longtemps. Donc je pense que l'erreur qu'on commet, et nous, supporters, et les anti-Paris, c'est de se dire, avec les millions ou les milliards, en fait, ça devrait tomber tout seul. Et en fait, on le voit bien, c'est pas en juxtaposant parfois des stars qu'on crée un collectif. Et ton discours là de cette quête de la Ligue des Champions inassouvie pour l'instant est valable à la fois pour le PSG football et pour le PSG handball. Parce que autant la seule année où on était en finale, c'était Covid, donc on n'a pas pu aller supporter notre équipe. On est allé au Parc des Princes la voir sur grand écran. Mais au handball, j'étais présente à Cologne avec ma fille chaque fois qu'on a été qualifié donc Cologne et qu'il y avait des supporters. Pour ceux qui ne suivent pas, du coup, Cologne, c'est là où a lieu le Final Four et la finale de la Ligue des Champions de handball tous les ans. Depuis des années et encore pour longtemps. C'est ça. Et donc à chaque fois, tu as fait le déplacement donc, sur le week-end, sauf l'année effectivement où il n'y avait pas de public. Les 2 années où il n'y a pas eu de public. Voilà. Et donc, mais à chaque fois, rentrée bredouille. Non, une année où il n'y a pas eu de public et une année où on ne s'est pas qualifié. Oui. Voilà. Oui, la première année, on a fini 3e. On se dit, entre guillemets, on a payé pour voir et pour apprendre. L'année suivante, je crois qu'on finit 2e. On se fait battre par l'équipe de notre actuel entraîneur. C'est cette année-là ou pas? C'est cette année-là ou c'est l'année suivante? En tous les cas, une année, on se fait battre par l'équipe de notre actuel entraîneur. On a toujours fini 2e ou 3e au Final Four, sauf à notre dernière participation, où, hélas, on a fini 4e. Mais l'année où on avait l'équipe qu'il fallait pour la gagner, il y a eu, pour moi, une injustice. Autant pour le foot, on avait réussi à trouver une solution. On l'a fait pendant l'été, sous forme d'un Final 8. Et on a donné la possibilité aux joueurs qui étaient en fin de contrat de prolonger d'1 mois pour jouer avec leur équipe. Et au handball, on a mis ça au mois de décembre. Tout à fait. Avec nous, on avait 3 ou 4 joueurs majeurs qui étaient partis renforcer des concurrents directs. Et on a joué le Final Four avec notre nouvelle équipe. Et en fait, il restera toujours un doute, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait avec notre équipe
qu'est-ce qu'on aurait fait au mois de juin de cette année-là avec notre équipe, parce que on était convaincus qu'on avait l'équipe qu'il fallait pour gagner cette fois-là. On est souvent convaincus, mais... Ouais, mais cette fois-là, c'était quand même l'année où on perdait Rodrigo Corrales, où on perdait... Il n'y a pas Sagosen aussi? On perdait peut-être bien Sagosen qui partait à Kiel. On perdait pas aussi Dylan Nahi ou Nedim Remili. C'est possible, oui. Enfin, on perdait des joueurs tellement majeurs que il n'était pas possible qu'il nous manque pas au moment où on a décidé de façon assez incompréhensible de faire ça en décembre. Ce qui n'avait plus de sens parce que ça n'était plus les mêmes équipes. Ils ne voulaient pas l'annuler et du coup ils l'ont reporté en décembre. Voilà. En faisant donc 2 Final Four dans la même année. Voilà. Et l'année dernière, on n'a eu ni Final Four de handball, ni finale. C'est pas passé loin. On était tellement convaincus qu'on irait à Wembley et qu'on irait à Cologne. À Cologne, qu'on a fait des économies. Mais c'est le genre d'économies dont on se passerait bien. C'est ça. Tu fais partie du Cup Solidarité. Alors, tu n'es pas ultra, dans le sens où tu n'es pas avec le Cup en tribune, mais tu es avec eux donc, dans le Cup Solidarité, qui est la branche qui agit au niveau social. Tu vas nous présenter ces actions. Mais d'abord, je voudrais avoir ta vision à toi des ultras. Alors, moi, dans un match, dans le sport, j'aime 2 choses. J'aime le jeu et j'aime l'ambiance. Donc, pour moi, j'ai besoin des 2. Voilà. Ça fait partie de... C'est un tout. Parce que du jeu sans ambiance, on a bien vu ce que ça donnait pendant le Covid. On a l'impression d'être dans des matchs de poussins le dimanche après-midi, quoi. C'est insupportable d'entendre les gens se parler de... Voilà, moi j'ai besoin des 2. Je demande à personne d'avoir la même opinion que moi et d'avoir le même besoin. Moi, ça fait 5 ans quasiment que je participe à certaines des actions sociales du CUP Solidarité. Au départ, je n'étais pas cartée. Ça fait 3 ans que je suis cartée. Je ne sais pas ce que c'est que, au sens strict du terme, la mentalité ultra. Je ne me suis jamais documentée sur le sujet parce que si je regarde un petit peu l'âge moyen des ultras, j'ai plutôt l'âge d'être leur mère. Parce que je vis ma passion, mais je n'ai peut-être pas besoin de la vivre de façon aussi poussée qu'eux. Pour autant, j'aime quand effectivement un stade ne sonne pas creux. Parce que, étant amoureuse du jeu, j'ai besoin de voir les actions. Si je passe tous les matchs avec des drapeaux devant moi, je suis frustrée parce que j'ai pas vu l'action, parce que j'ai pas vu le but, parce qu'en fait, je peux être en train de chanter, mais je peux aussi vouloir applaudir l'action que je viens de voir. Donc c'est assez, c'est pas simple. C'est pas simple. De trouver le juste milieu entre les deux. Entre les deux, ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai l'impression de l'avoir trouvé. En fait, j'aime bien quand les gens avec qui je fais les maraudes expliquent que eux, ils ont aussi besoin, en plus de vivre leur passion en tant que supporters, de prendre une place dans la société et de s'occuper des autres. Et ça, c'est quelque chose que je respecte. Même si, parfois, on peut, moi quand on me demande avec qui je fais les maraudes, quand j'explique, on me regarde comme si j'avais pas de cerveau, y compris des gens dans le cadre de mon activité qui disent « Ah mais pourquoi tu viens pas à telle soirée presse ce soir, tu es dans un grand hôtel, machin ». Je dis « Mais moi j'ai des bénéficiaires SDF ou des gens qui ont des conditions de vie difficiles qui m'attendent, qui comptent sur moi. Ça n'aurait pas de sens que je sois là à boire du champagne que je ne boirais pas parce que j'aime pas et à manger des petits fours dont je ne profiterai pas parce que j'ai l'impression de ne pas être à ma place. » Voilà. Et ce côté
ce côté qui éclaire différemment les gens qui sont en virage, de la façon dont ils sont en maraude ou auprès des gens, moi ça me plaît bien parce que ça te fait découvrir des gens très différents, de tous les poncifs, de tous les... allez, je cherche le mot. Tous les stéréotypes qu'on peut énoncer sur eux les préjugés, et tous les préjugés. Et je me dis que si quelqu'un peut passer des heures et des heures, parce qu'une maraude, c'est pas je distribue des repas pendant 2 heures. Une maraude, c'est se soucier de savoir s'il y a assez de personnes en cuisine pour que les 300 repas soient confectionnés. Une maraude, c'est de soucier de savoir si les repas vont bien arriver à temps. C'est de savoir si quelqu'un peut aller chercher ce qui complète le repas chaud. C'est savoir si on va être assez nombreux pour pouvoir couvrir les 6 secteurs et s'il va y avoir assez de voitures pour pouvoir tourner. Et tout le monde va toujours faire en sorte de trouver des solutions, même quand, peut-être la veille, il manquait des voitures, il n'y avait peut-être pas assez de monde en cuisine, il va toujours y avoir quelque chose d'un petit peu... Enfin, il va y avoir toujours ce miracle qui va faire qu'on va pouvoir faire la maraude. Et là, ce que tu nous racontes, c'est un monde finalement qui est assez loin des tribunes et qui est même pas du tout connu, puisque quand les médias notamment parlent des ultras, ils vont plutôt parler de la violence ou d'autres choses négatives plutôt que cet aspect très, très positif de la solidarité. C'est quelque chose d'important, la solidarité en tribune ? Alors, en tribune, je ne sais pas, dans ma vie, oui. Oui. Et depuis toute petite. Parce que dans le cadre de leur activité professionnelle, mes parents ont été très solidaires. Ils étaient enseignants dans des lycées professionnels, très proches de leurs élèves en difficulté. Il y avait parfois des tables ouvertes à la maison, des vendredis soirs, quand il y avait des élèves qui n'avaient pas de quoi manger. Ils s'occupaient, en dirigeant des colonies de vacances, des enfants, d'ouvriers, soit de la sidérurgie quand ils étaient dans les Ardennes, soit de la filature quand ils étaient dans les Vosges et que la filature était en train de fermer. Moi, j'ai toujours vu autour de moi mes parents s'occuper de tout le monde et d'essayer d'apporter un plus et de tirer les gens vers le haut en créant une solidarité qui pouvait prendre différentes facettes. Donc, c'est naturel. C'est naturel. Et ne pas le faire, ce serait renier tout ce qui m'a accompagné toute ma vie. Et pourquoi le faire avec eux plutôt qu'aller au secours catholique, au secours populaire, au resto du cœur ? Un truc tout bête. Pendant le Covid, j'étais vachement contente en fait parce que, alors j'étais contente, non, j'étais pas contente de ce qui se passait. Je me disais c'est chouette parce entre nous, il y a plus de match et tout, voilà. Mais on chantait, on se remémorait des choses et il y avait toujours, il y avait toujours l'amour du club. Qui servait de fil rouge. Tu faisais les maraudes du coup déjà pendant le Covid, avant le Covid, et du coup le Club Solidarité a continué à faire les maraudes pendant le Covid quand les gens n'avaient pas le droit de sortir. Et bien plus encore parce que tous les jours, en plus des maraudes qui n'étaient pas forcément qu'une fois par semaine, mais si on trouvait les moyens de faire plus, on faisait plus parce qu'il y avait plein d'associations avec des bénévoles plus âgés que nous et qui se mettaient en retrait pour se protéger. En fait, le CUP Solidarité livrait tous les jours des goûters chez les pompiers, chez les infirmiers. Je pense même à la gendarmerie. Enfin, dans tous les jours, il y avait des goûters de livrés pour les professions d'astreinte. Du coup, les ultras livraient des goûters aux gendarmes.
Alors, je ne voudrais pas trop m'avancer. Il me semble que ça a pu se produire, mais en tous les cas, à toutes les professions qui étaient d'astreinte. Alors après, si j'ai dit une bêtise, merci de ne pas venir me lyncher à la sortie du prochain match. Il n'y a rien de grave dans la folie. Je crois que l'ouverture d'esprit allait jusque-là. D'accord. Et je le souligne plutôt comme une ouverture d'esprit. Bien sûr. Parce que ce n'est pas forcément le mot qui vient à l'esprit des gens qui ont des préjugés. Et alors justement, ces gens, comment ils peuvent vous aider concrètement aujourd'hui, par exemple, sur le Club Solidarité, sur des maraudes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils nous écoutent et qu'ils ont envie? Alors, l'association est une association loi de 1901, donc une association officielle avec un agrément déposé en préfecture. C'est une association qui permet, lorsqu'on fait des dons, de bénéficier de reçus fiscaux. Donc il est tout à fait possible, en passant par le compte de l'association via Hello Asso, dont on trouve le lien sur le site, de faire un don. Il est tout à fait possible de faire, comme moi je le fais et comme d'autres bénévoles le font, on fait des appels au peuple autour de nous pour récolter des sacs de couchage, des tentes, des couvertures, même si c'est pas neuf, on lave, des chaussures, des pulls, des écharpes, des bonnets, des gants. Là, nous, on grogne parce que le chauffage est à peine remis, voire pas encore remis chez nous. Pour autant, il fait quand même à peu près 17-18 degrés chez nous en attendant le chauffage. Dans les tentes la nuit, avec la fraîcheur, avec l'humidité, c'est déjà glacial. Donc en fait, au-delà des repas qu'on leur distribue tous les jeudis soirs, on leur demande s'ils ont besoin d'autre chose. On ne leur fait pas la promesse de leur amener la semaine suivante. On essaie de collecter et dès qu'on a trouvé ce qu'ils nous ont demandé, on a des petites listes et on leur amène. Par exemple, la semaine dernière, j'ai donné un jogging à un monsieur qui m'en demandait un depuis 3 semaines. Il était super content. Voilà. Le même monsieur cherche une couverture. J'ai voulu lui donner un sac de couchage. Il m'a dit non, tu m'en as déjà donné un, je l'ai toujours. Ce que je veux, c'est une grosse couverture bien épaisse pour mettre par-dessus. Et il a la sagesse, il dit non, je ne veux pas un sac de couchage en plus, c'est pas ce que je recherche. Il y a des fois, c'est marrant, ils disent, il va y avoir une cérémonie pour un de mes enfants, je vais pouvoir y participer, j'ai besoin de chaussures habillées, d'une chemise. Bien sûr qu'on va lui trouver des chaussures habillées, une chemise, c'est tellement touchant et ça leur fait tellement de bien de continuer à réussir à voir leurs enfants de temps en temps. En ayant une apparence qui ne montre pas ce qu'ils vivent au quotidien. Et de temps en temps, vous les emmenez aussi au stade? Régulièrement. Il y en a quelques-uns qui peuvent bénéficier de places au Parc des Princes, ou au handball, ou à Coubertin. Ça, c'est dû à la solidarité, à la générosité des gens du virage, aussi de gens de tribune, de personnes cartées, mais qui ne peuvent pas y aller, et plutôt que de revendre leur place, vont la donner au CUP Solidarité. Et donc, on va pouvoir inviter quelques personnes. Alors, bien sûr, il faut que les personnes à qui on fait des propositions aient une pièce d'identité, voilà, et s'engagent à venir, parce que il y en a d'autres qui voudraient bien le faire et qu'on n'en a pas beaucoup, et qu'on essaie de faire tourner aussi. Mais il faut voir leur joie. Moi, de temps en temps, quand je vais à la sortie à Coubertin et que je les vois et qu'ils nous prennent dans nos bras, qui sont tellement contents d'être là, de nous présenter leurs enfants, c'est des moments forts, parce qu'on se dit ok, moi je fais à peu près entre 40 et 45 maraudes par an, mais en fait je fais pas que distribuer des repas, ça aussi, on crée des liens. Alors pas avec tous, mais on crée des liens. Et puis en fait, ils sont heureux de nous montrer que de temps en temps, eux aussi, ils peuvent venir nous rejoindre, mais de l'autre côté de la barrière, dans notre activité, non pas de personnes impliquées dans la vie, dans la société solidaire, mais c'est de venir avec nous, vivre les matchs, et puis le vivre à la façon des ultras. Ce qui est quand même pour eux, je trouve que c'est
un vrai temps de respiration, un vrai moment de bonheur. Félicitations. Mais moi, je trouve que j'ai aucun mérite. Oui. Enfin, mais donner du temps, déjà, c'est quand même méritant. Ça ne dépend que de nous. Bien c'est sûr. la seule chose dont le temps ne dépend que de nous. Tout à fait. En fait, le temps que tu donnes, c'est toi qui choisis de le donner. Et moi, je suis venue au Maroc complètement par hasard. C'est ma fille qui un jour m'a dit « Maman, il y a un compte Instagram qui s'appelle Paris dans la peau, qui a mis en story que le CUP Solidarité recherchait un lit pour une bénéficiaire qui venait d'avoir un appartement. Dit, on vient de changer mon lit, on ne l'a pas encore mis aux encombrants, on ne l'a pas encore donné, on ne l'a pas encore vendu. Est-ce que tu veux pas les contacter pour donner mon lit ?» Et tout est parti de là. Et un 27 ou un 28 décembre, je suis allée livrer à Doménil, dans le 12e, à cette petite grand-mère qui avait 86 ans, qui avait le prénom d'un ange, qui s'appelait Gabriel, qui depuis est décédé. On est allé livrer toutes les deux le lit, où on les a retrouvés pour la première fois là. Et puis on a connu à cet endroit-là une jeune fille qui avait la même date de naissance que ma fille, qui manquait de vêtements, qui avait la même taille. Ma fille m'a dit « Mais maman, je vais préparer une valise avec des vêtements pour la semaine prochaine pour lui donner. C'est pas normal que quelqu'un vive dans la rue à son âge, quelqu'un d'aussi jeune vive dans la rue et qu'en plus elle ait pas de vêtements. » Et en fait, c'est ma fille qui me les a fait connaître complètement par hasard parce qu'elle suivait les stories d'Alex de Paris dans la peau. Et au fur et à mesure, c'était une fois par mois, puis une fois tous les 15 jours, et puis maintenant on est plus proche, c'est une fois par semaine, sauf quand il y a match de hand le jeudi, ou quand je pars de temps en temps prendre l'air. Sans transition, comment vois-tu le Paris Saint-Germain dans 20 ans ? C'est quoi pour toi l'avenir du club ? Comme ça. J'espère que dans 20 ans, on sera les premiers à avoir gagné plusieurs Coupes d'Europe en France et qu'on n'entendra plus les Marseillais. Voilà, ça me va bien, ça. Très bien. Signons, on signe maintenant. On peut signer tout de suite. Très bien. Non, je sais pas. Non, mais c'est très bien. Moi, c'est qu'ils arrêtent de nous bassiner avec à jamais les premiers. On en gagne plusieurs et... C'est l'objectif. Et voilà. Et comme ça, en foot, en hand, en masculin, en féminin. Courez derrière nous. Et puis comme ça, Montpellier aussi en handball pourra plus nous saouler. Aussi. Parce qu'ils en ont 2. Voilà, on court derrière les autres dans les 2 finalement. Ouais, donc au moins 2 en foot et 3 en handball. En handball. C'est Thierry Omeyer, si tu nous entends. Donne-t'en les moyens. Hein. Oui. Et puis Nasser. Alors, en parlant de Nasser, si tu devais me citer un président du Paris Saint-Germain dans l'histoire du PSG, lequel me citerais-tu ? Est-ce que c'est Nasser ou est-ce que c'est un autre ? Alors, si j'étais politiquement correct, je te dirais Borelli. D'accord. Mais je crois qu'en fait, moi j'ai bien... je crois que Denisot était un président que j'aimais bien. Alors après, ça se discute, hein, mais voilà, puisque tu me demandes... Tout à fait. Voilà. Il y a autant de réponses que de supporters. Bien sûr que Francis Borelli a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup au club, mais j'ai l'impression quand même qu'au moment des années Canal, il y a eu un changement. Donc, Michel Denisot, peut-être, qui a contribué à ce qu'est le PSG aujourd'hui. Peut-être qu'il a amorcé les choses. Je comprends. Et si tu devais me citer un entraîneur ? Alors, un entraîneur, c'est pareil. Je pense que je ne vais pas faire l'unanimité, mais je m'en moque tellement. Je trouve qu'on n'a pas laissé sa chance à Thomas Tuchel. D'accord. Il y a eu 6 mois où c'était un dieu. Il a perdu un match. Et en fait, il a perdu un match et tout le crédit des 6 mois qu'il venait de faire avant s'est envolé avec ce match perdu. C'est un peu J'ai l'impression qu'il a été condamné, exécuté, là où on a laissé beaucoup plus de temps à d'autres qui n'ont pas fait 6 mois magiques comme lui avait pu le faire. C'est un peu la comparaison que tu faisais tout à l'heure avec Manchester City, par exemple, où on laisse pas le temps à Paris.
En tous les cas, à Pep, même quand il galère un peu, on l'exécute pas. Tout à fait. Si tu devais me citer un joueur du PSG football. Ça peut pas être un. Ça sera forcément deux et des personnalités complètement différentes pour des raisons complètement différentes. Moi, mon idole, c'était Cavani. D'accord. Voilà. Si tu regardes derrière moi, il y a une photo de Cavani avec une petite pancarte Rêvons plus grand. Et Cavani, ok, il a vendangé des buts, mais il en a tellement marqué. Et puis surtout, même si on n'a pas gagné ce soir-là, il a climatisé le Vélodrome avec un coup franc qu'il a provoqué. Il a pris la balle pour que personne ne la lui pique. Et moi, je disais, il est habité, il va marquer. Alors, on n'a pas gagné, mais grâce à ce but, on n'a pas perdu. Oui, on a climatisé quand même le Vélodrome qui se ça. voyait à la dernière seconde vainqueur. Et pour moi, ce but, il est aussi important que si on avait gagné. Parce que c'était à Marseille, quoi. Et le deuxième joueur, alors ? C'est Zlatan. Et alors, pour tout, pour son côté excessif, pour ses excès dans ses prises de parole, qui, à mon avis, étaient très calculées. Je ne suis pas certaine qu'il laisse beaucoup de choses au hasard. Pour ses gestes magiques. Et si à un moment tu me demandes quel est le but qui a marqué mon esprit, donc je n'ai pas la date du match, mais il y a eu un Paris-Bastia au Parc des Princes où il me semble que Bastia a joué avec une tenue de camouflage. Tout à fait. Et il y a eu une aile de pigeon de Zlatan qui était juste devant le virage Auteuil. Improbable, venu d'ailleurs. Je crois que ça reste un des buts qui m'a le plus scotché. Ouais. Ben oui, il était coutumier de quelques buts comme ça, dont un d'ailleurs également au Vélodrome, un petit peu similaire, sur l'un de deux. Mais voilà, après, ce joueur avait le caractère qu'il voulait bien montrer sur le terrain. Mais tu vois, aujourd'hui, je me dis qu'un joueur comme lui, avec ce tempérament, il y a un joueur capable de bouger tout le monde, ça manque. Ça manque dans l'effectif actuel. En tous les cas, moi, ça me manque. Oui. C'est quelqu'un qui est capable de secouer un peu le cocotier, de remettre quelques égos en place, parce que c'est le sien qui prime. Je trouve que ça manque au club. Et je vais peut-être dire une bêtise, mais moi, j'adorerais l'avoir en directeur sportif. Sait-on jamais. Parce qu'à mon avis... il y a des gens qui se sont permis des choses il n'y a pas si longtemps dans le club, dans les quelques années qui viennent de se passer, qui ne se seraient jamais produites. Ils se seraient peut-être fait zlataner. Si tu devais me citer un joueur du PSG handball. Alors, le poignet magique d'Hansen. Michael Hansen, donc un joueur danois. Même si son côté soupolé était à la limite d'être insupportable, après, il y avait le bras armé. Et quand il tirait en extension, Daniel Narcisse, son bras était impressionnant. Toutes les veines ressortaient. Le bras magique d'Hansen. La détermination de Homeyer à jamais supporté de prendre un but, même à l'entraînement. Même quand il jouait au hand chez lui avec son gamin, il se prend un but... On voit que il a la rage. Il y a des choses comme ça. Après, bien sûr, il y a Nico Karabatic, qui a aussi apporté énormément au club. Alors ça fait plus qu'un joueur là. Oui. Et puis t'as les envolées d'Abalo. Et malgré tous ces joueurs, on n'a pas réussi à remporter la Ligue des Champions. Non. Ils ont tous évolué dans la même équipe. Oui. Et pourtant, on a voulu y croire. Quand on perd de 9 ou 10 à qui le sait, et qu'on remonte, et que c'est Hansen qui nous coûte 2 buts sur 2 J'osais pas te le dire. 2 changements pourris,
pas digne d'un joueur de sa classe et de son rang. Comme quoi, c'est possible d'avoir les meilleurs joueurs du monde dans son équipe et qu'il soit faillible. Si tu devais me citer un match du PSG football, un match comme ça qui te vient à l'esprit, positif ou négatif. On pourra m'objecter derrière le match retour. Mais le match aller PSG-Barça. Le 4-0. Ouais. Pour autant, pour faire partie des gens qui étaient à Barcelone cette année pour la qualif. On avait fait quoi ? On avait perdu 2-1 à l'aller. Au Parc des Princes. Au Parc des Princes. On commence très vite par se prendre un but. Donc ça commence par faire 3-1. Moi, je suis allée en déplacement. Je me suis fait piquer ma voiture par la fourrière espagnole. J'ai promis à la fille de la fourrière, quand j'ai payé ce que j'estimais être du racket, qu'on allait les humilier tellement j'étais énervée. Et quand on me connaît, c'est quand même rare que je m'énerve, mais là, voilà. 3-1. Et j'étais avec ma fille et mon neveu. Et je dis, mais moi, je ne suis pas venue pour voir ça. Je dis, s'ils ne se bougent pas, là, moi, je sors. Enfin, je ne peux pas. Je ne vais pas supporter de voir ça. Et puis, à la fin, on les bat chez eux. Donc finalement, c'est ce quart de finale retour de Ligue des Champions ouais, peut-être. En 2024. Alors, l'ambiance, quand on est sorti du PSG-Barça 4-0 à domicile, je ne sais pas si tu te souviens, à la sortie, porte d'Auteuil et porte de Saint-Cloud, il y avait une douceur, il y avait une joie de vivre. Tous les gens se parlaient, tous les gens communiaient ensemble. Il y avait un truc. On pensait peut-être qu'on allait gagner la Ligue des Champions. Et il y avait quelque chose qu'on trouve rarement. Ces soirs de victoire, parce que 4-0 au Barça, c'est quand même pas... C'est 100% de chance de se qualifier au retour. Rappelle-moi le nom de l'arbitre au match retour. On n'a pas besoin de le citer. Voilà. Mais voilà, c'est ce match-là et le match retour là chez eux. Donc oui. Donc c'est 2 matchs avec Barcelone finalement. C'est ce que j'allais dire. Même si la fois où, alors que Zlatan se fait sortir à Chelsea, carton rouge, première mi-temps, et on finit quand même par se qualifier. Tout à fait. On avait du caractère, on avait du cran ce jour-là. Donc un match, c'est compliqué, c'est comme tu me demandes un joueur. Moi, c'est plutôt des émotions, des ambiances, tu vois, par exemple, le premier match de Zlatan à Paris, 404, j'ai dit à mon fils, non, je veux le voir de près. On prend des billets en Tribune Paris au premier rang. Donc on rachète des places en plus et tout. Je crois qu'on jouait contre Rennes. Et à un moment, ça donne Paris 0, Rennes 2. Et j'ai pas acheté 2 places en plus pour voir ça. C'est pas possible. Et ça s'est fini par Zlatan 2, Rennes 2. Et je l'ai vu de vraiment très près, parce que quand tu es au premier rang, et il était impressionnant. Et quand tu finis par sortir de ce match en étant content de pas avoir perdu, il y a un truc, punaise, non quoi. Mais d'un autre côté, il vient de marquer 2 buts, et tu te dis, si c'est comme ça tout le temps, ça va être une belle saison. On n'a pas gagné avec des champions, mais il a mis aussi quelques buts, quelques beaux matchs. Oui, et notamment une fois où il en a planté combien contre un club belge. C'était au mois de novembre, je me souviens, j'étais en vacances à La Réunion. Il y avait pas J'ai fini par regarder dans le lobby de l'hôtel. J'ai squatté l'ordinateur pour charger la télé, et tous les mecs qui étaient là et qui n'osaient pas le faire, après sont venus se mettre derrière. Et on avait gagné 4-5. 5-0 peut-être. Et combien de buts de Zlatan ? Peut-être 4, non ? C'était un gros truc. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, j'ai pas bossé avant, donc j'ai pas les dates, j'ai juste des émotions et des souvenirs de choses qui m'ont marqué. Ce
quel serait ton mot de la fin si tu avais un message à adresser à quelqu'un, à Nasser, à Zlatan, à ta fille, à ton fils, à ton neveu ou à n'importe quelle autre personne? Nasser, tiens tes promesses, t'as promis de nous faire rêver plus grand, fais-nous rêver plus grand. Un fil rouge, cette promesse. Et puis, comme nous, on chante ne jamais rien lâcher, toujours encourager, on ne va pas lâcher, mais toi, tu as fait une promesse, pour l'instant, tu ne l'as pas tenue. Merci, Anne Vanson. Je t'en prie. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.